Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins. Les nouveaux chemins oscillent tous les jours entre plaisir des sens et vie contemplative, en compagnie de Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon et Quentin Molinier. À la lecture bienheureuse des textes cette semaine, Jean-Louis Jacopin. À la réalisation vertueuse et prudente cette semaine aussi, Mydia Portis-Guérin, avec aujourd'hui à ses côtés à la prise de son active, Ariane Herbé. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Florence Dupont, qui viendra vous parler de l'édition du théâtre complet de Sénèque, publiée chez Actes Sud. Après Pierre Pellegrin, venu hier discuter des livres 8 et 9 de l'éthique à Nicomaque, c'est-à-dire de l'amitié, avant Annick Jolin qui viendra demain nous parler de tempérance et de prudence, et Anne Merker jeudi qui s'interrogera sur l'origine d'une action vicieuse. Pour le deuxième temps de cette semaine autour et sur l'éthique d'Aristote, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le philosophe Pierre-Marie Morel, professeur de philosophie à l'École normale de Lyon, et qui vient se demander si le bonheur est affaire de plaisir ou de sagesse. On parle du bonheur, c'est pas le bonheur. Le plaisir, qui est ma partie en physiologie, c'est quelque chose qui est effectivement mesurable. Il y a le plaisir, qui est toujours couplé d'ailleurs avec la souffrance, c'est ce qu'on appelle les processus opposants, qui fait que quand on a trop de plaisir, on a de la souffrance qui tire en sens inverse, et on devient dépendant, addict, etc. C'est quelque chose qui est redoutable à manier. Le bonheur, c'est autre chose. Les Grecs faisaient la différence. Et Épicure, par exemple, n'est pas un hédoniste. Ce n'est pas quelqu'un qui recherche le plaisir. C'est quelqu'un qui recherche le bonheur. Le bonheur n'est pas le plaisir, c'est un état. Le plaisir, c'est quelque chose qui concerne le corps, c'est un bien-être. Le bonheur, c'est ailleurs, c'est un état difficile à atteindre. Le bonheur s'acquiert et le bonheur se gère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit être un état permanent de l'être et qu'on peut considérer comme une réussite de l'être. Alors que le plaisir, c'est les cyniques, c'est les hédonistes, c'est ceux qui en veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, d'où la société de consommation, d'où la dépendance, d'où les addictions. Tous ces gens qui courent après le plaisir, c'est ce qu'on appelle des sensation seekers, ils cherchent du plaisir, ils sont toujours dans l'action, ils sont toujours dépendants. Alors il faut faire, je crois que quand on a la prétention de mesurer le bonheur, c'est terrible parce qu'on mesure des petits bien-être, des petites choses qui n'ont finalement aucun sens en matière de l'être, si on s'intéresse à l'être. Bonjour Pierre-Marie Morel. Bonjour. Bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Lorsque le neuropsychiatre et neurobiologiste français Jean-Didier Vincent, qu'on vient d'entendre, c'est un extrait de Ce soir ou jamais sur France 3 du 16 juin 2009, fait la distinction entre d'un côté le plaisir, qui serait d'ordre quantitatif, et de l'autre le bonheur, qui lui ne se décompte pas puisqu'il est un terme, il reprend en ces termes et à sa façon la distinction à laquelle procède Aristote au début de l'éthique à Nicomaque pour définir le bonheur justement. À sa façon, en effet, il le reprend avec une vigueur très plaisante par ailleurs, ce qui n'est pas un petit paradoxe étant donné son propos, mais dans sa critique radicale, emportée du plaisir à courte vue, des satisfactions immédiates, et dans la manière dont il montre cette antinomie en réalité entre le bonheur qui se construit et qui est constitutif de l'être d'une part, et le plaisir qui résiderait dans l'instant, eh bien il est très convaincant et il fait écho d'une certaine manière à des choses que l'on trouve chez Aristote, même si, comme on va le voir, les choses sont un peu plus complexes. Alors, c'est-à-dire, elles sont plus complexes, c'est-à-dire que le plaisir ne s'oppose pas forcément au bonheur et que peut-être il y a une part à jouer au sein du bonheur. Certainement. Certainement parce que Aristote vient à un moment où cette question du rapport entre le plaisir et le bonheur est très débattue. Et elle est très débattue d'abord au sein de l'académie post-platonicienne, donc on sait qu'Aristote a été l'élève de Platon à l'Académie et qu'il n'a pas été, lui, sollicité pour succéder au maître. Donc ce sont d'autres élèves de Platon qui ont pris la relève. Et notamment à certains Speusippes, dont Aristote parle beaucoup dans l'éthique à Nicomaque, qui défend une conception très rigoriste à l'égard du plaisir et
pour qui il y a une antinomie fondamentale entre le plaisir et le bien. Et c'est une manière de prendre position dans un débat qu'on trouve déjà dans les dialogues de Platon. Parce que Platon, de manière extrêmement vivante et développée, dans le Gorgias par exemple, par la bouche de Socrate, montre qu'une vie de plaisir est une vie qui nous rend en réalité malheureux parce que nous ne trouvons jamais de satisfaction dans les plaisirs, d'où la fameuse image du tonneau percé qui se vide à mesure qu'on le remplit. La vie de plaisir, c'est une quête incessante. Et au début du Philèbe, Protarque évoque la thèse est censé défendre la thèse de Philèbe, selon laquelle eh bien, tous les êtres vivants, par nature en quelque sorte, cherchent fondamentalement le plaisir. Et à cela, Socrate va opposer une autre conception de la vie, notamment de la vie proprement humaine. Donc on voit bien que dans les dialogues de Platon, dans la succession immédiate de Platon et chez les gens qui sont les premiers contemporains d'Aristote, c'est-à-dire la philosophie contemporaine à l'époque d'Aristote, la question du plaisir et de son opposition au bonheur est une question, comme on dirait aujourd'hui, urgente. Vous avez identifié dans votre réponse, Pierre-Marie Morel, le bonheur avec le bien, parce que vous avez dit que Speusippe proposait une position très radicale, notamment une antinomie entre le plaisir et le bien. Est-ce que ça veut dire que le bonheur est un bien, auquel cas le bonheur serait de manière intrinsèque quelque chose de profondément moral ? Le bonheur est un bien. Et ça, du point de vue de l'intuition commune, du point de vue du sens commun, on ne peut que l'accepter. Et de fait, nous tendons tous fondamentalement vers notre bien. C'est comme cela que commence l'éthique à Nicomaque dont nous parlons ici cette semaine. Toutes nos activités tendent vers un certain bien. La question est de savoir ce qui fait que de cette tendance au bien, nous passons à la réalisation du bien moral, à la réalisation des bonnes actions, des actions vertueuses. La question du bonheur arrive aussitôt puisque nous tendons aussi vers notre bonheur. Et ça, c'est une chose qui là aussi, peut faire l'objet d'une intuition très commune. Et donc, de fait, nous sommes conduits à assimiler le bonheur au bien. La question qui va se poser alors, c'est de savoir si mon bien propre, mon bonheur, se traduit par le bien pour autrui. Est-ce que mon bonheur est exclusif du bien-être, du bonheur d'autrui, ou bien est-ce qu'au contraire, il y a un lien fondamental entre le bien que je réalise, si je suis un homme de bien, si je suis une crapule, à ce moment-là, la question se pose tout à fait différemment, entre le bien que je réalise et mon propre bonheur. Or, Aristote va montrer précisément qu'il y a une adéquation entre le véritable bonheur et le bien que l'on fait, à la fois pour soi et pour autrui. C'est ce qu'on voyait hier avec Pierre Pellegrin en parlant de l'amitié. Chez Aristote, le bonheur et la vertu d'ailleurs ne se conçoivent pas sans les autres. La réflexion n'est jamais d'ordre personnel. Pour que bonheur il y ait, il faut prendre en compte également la façon dont ce bonheur-là, pour nous, va influencer, quel impact ça va avoir sur les autres, sur les personnes avec lesquelles nous vivons. On est ici dans une pensée qui s'ouvre vers les autres au lieu de se refermer sur soi. Oui, c'est pas un bonheur solipsiste, c'est pas un bonheur de l'homme isolé, en tout cas dans sa première acception et dans sa forme la plus immédiatement perceptible. Le bonheur dont on parle, c'est un bonheur en relation avec autrui. Et d'une certaine manière, puisque nous partions du plaisir, c'est ce que ne comprennent pas ceux qui croient que le bonheur est dans le plaisir. C'est-à-dire dans une satisfaction fondamentalement individuelle, puisque la recherche de plaisir est d'abord, dans son premier mouvement au moins, et tel que l'a décrit Aristote, recherche de plaisir pour soi-même. Or, ça ne peut pas marcher, parce que précisément, le bonheur véritable, celui qui passe par une vie vertueuse, ce bonheur-là se réalise avec autrui. Et dans les relations que nous entretenons avec nos proches, avec nos concitoyens, et dans la manière que nous avons d'être heureux non seulement nous-mêmes, mais avec autrui également. Mais alors comment Aristote procède-t-il non seulement pour distinguer le plaisir du bonheur, mais également pour montrer comment le bonheur est identifiable au bien, puisqu'il faut bien le démontrer. Vous avez parlé c'est de l'ordre de l'intuition, savoir que tous les hommes tendent vers le bien, tous les hommes tendent vers le bonheur, mais l'identification entre les deux ne va pas de soi. Alors comment Aristote procède-t-il justement pour affirmer ce qui peut sembler être une hypothèse, et puis l'étayer, la corroborer, la définir? En premier lieu, à propos du plaisir,
pourquoi et comment distinguer le plaisir du bien, il faut commencer par s'interroger sur ce qu'est véritablement le plaisir. Si l'on poursuit les plaisirs immédiats, les satisfactions immédiates, et si l'on pense que la vie heureuse est une vie de plaisir, c'est parce qu'on croit que le plaisir peut être une fin en soi. C'est-à-dire un but que l'on peut poursuivre en tant que tel. Que le plaisir en tant que tel est à rechercher et qu'on trouverait une espèce de béatitude comme cela, quel que soit le type de plaisir dont on parle. Or, de l'analyse que fait Aristote du plaisir, il ressort quelque chose de tout à fait singulier, de remarquable, à mon avis, aussi bien pour l'idée que nous nous faisons du plaisir aujourd'hui. C'est-à-dire que nous prenons toujours notre plaisir à quelque chose. Je crois qu'il y a une héroïne de Marivaux qui dit « Mon plaisir n'est ni là, je le cherche ». Et ce qui fait que souvent, effectivement, nous sommes insatisfaits dans notre quête du plaisir, c'est que le plaisir en lui-même, abstraction faite de la satisfaction esthétique, du plaisir sexuel, du contentement intellectuel, tous les types de plaisirs auxquels on peut songer, ce plaisir-là, on ne l'identifie jamais. Et ce qu'Aristote montre dans l'Éthique à Nicomaque, au livre 10, c'est précisément que le plaisir vient s'ajouter à une activité déterminée. Et donc on voit bien qu'il y a d'un côté le bonheur qui est une fin fondamentale, que nous pouvons et même que nous devons poursuivre pour lui-même. C'est la définition du bonheur. C'est ce qu'on choisit pour soi. Donc il y a une opposition très forte entre ce bonheur-là et l'idée d'un plaisir qu'on ne peut jamais poursuivre pour soi. La quête serait vaine, puisque par définition, le plaisir, c'est quelque chose que nous éprouvons à l'occasion d'une certaine activité. Est-ce que du coup on peut dire que le bonheur est une fin en soi, mais aussi est une fin à proprement parler, un but, quelque chose vers lequel nous devons tendre, alors que le plaisir est de l'ordre d'une consommation, d'un état immédiat qui appelle sans arrêt son renouvellement. Et que c'est ainsi qu'on peut distinguer les deux peut-être. Alors, on peut dans un premier temps distinguer les deux de cette manière-là. Et c'est de là que nous sommes partis tout à l'heure. Le bonheur est une fin en soi, le plaisir nous renvoie sans cesse à une autre quête, le tonneau percé du Gorgias. En réalité, ce que va montrer Aristote, c'est que dans notre représentation commune, vulgaire du plaisir, oui, c'est comme ça que cela se passe, et c'est ce que croit Platon. Mais, en tout cas, Platon dans le Gorgias. Mais ce qu'il va montrer, c'est que le plaisir n'est pas toujours mauvais, loin s'en faut, et que le plaisir peut lui aussi être limité, au lieu de nous conduire dans une quête infinie. Il peut être limité s'il est associé comme il faut à des activités qui elles-mêmes assignent des fins. Pour le dire autrement, Aristote se pose une question au début de l'Éthique à Nicomaque. Le bien, le souverain bien, c'est formidable, mais comment le reconnaître? Comment savoir qu'on l'a atteint? Comment savoir qu'on l'a atteint? Ça veut dire qu'il faut un terme, comme vous le disiez, un but, un arrêt, quelque chose qui nous montre que nous ne sommes pas dans une fuite infinie vers un idéal inaccessible. Eh bien, dans nos bonnes actions, lorsque autrui nous renvoie à l'image de la réussite de nos actions, nous parvenons à un terme, nous parvenons à des termes. Et le plaisir que nous éprouvons en agissant bien, eh bien là, ce n'est plus ce plaisir infini, cette quête perpétuelle, c'est un plaisir effectivement réalisé qui atteint une sorte de perfection en s'ajoutant à l'action réussie. Mais alors le problème de faire du bonheur le signe d'une vie réussie, Aristote emploie cette expression justement de la réussite d'une vie, c'est que du coup pour pouvoir juger de la réussite d'une vie, il faut attendre que celle-ci ait touché à son terme. C'est-à-dire que du coup si le bonheur si une vie réussie est le signe du bonheur, mais que du coup le bonheur ne peut se juger qu'une fois que la vie a été finie, pour savoir si elle a été réussie ou non, et bien du coup on ne peut savoir si on a atteint le bonheur que une fois qu'on est mort. Et voilà, c'est un terrible paradoxe qui pourrait être désespérant. Et Aristote, courageusement, un beau morceau de courage philosophique, affronte ce paradoxe dans l'Éthique à Nicomaque. Et effectivement, faut-il attendre de voir la fin, pour reprendre un proverbe de l'époque, pour pouvoir dire qu'on a été heureux? Donc c'est sur notre lit de mort que nous pouvons dire « Ah oui » ou « Ah non ». Finalement, j'ai réussi ma vie d'une certaine manière, ou en fait non, c'était une succession d'échecs. Et là, il y aurait un paradoxe que de dire « On ne peut dire que l'on est heureux qu'au moment où en fait tout cela s'arrête ». Alors le paradoxe, comment s'en sortir? Eh bien, on se sort de ce paradoxe en disant que on peut être heureux
dès maintenant, enfin en tout cas à partir d'un certain âge, il faut une certaine maturité chez Aristote pour accéder au bonheur. On peut être heureux si l'on a construit notre vie de telle sorte, par des actions, par des dispositions, par des manières d'être habituelles, de telle sorte que notre vie manifeste une certaine cohérence. Il y a une espèce de consistance fondamentale du personnage que nous jouons dans l'existence, et ce personnage doit être assez stable, doit se cristalliser suffisamment pour être à l'abri, le plus qu'il est possible, des aléas de la fortune, des déceptions, des passions tristes, etc. Mais là, vous semblez proposer une certaine définition de ce que serait un homme heureux ou un homme qui connaîtrait le bonheur. Comment faire en sorte que sa définition ne soit pas normative? Ou est-elle normative chez Aristote? Y a-t-il un modèle à suivre pour avoir une vie réussie et construire ce personnage dont vous parlez qui est indépendant des aléas de la fortune et qui progresse et avance sur son chemin selon certains préceptes qu'il s'est fixés? Alors, Aristote commence par construire de manière théorique l'idée du bonheur. Et il explique que le bonheur s'acquiert effectivement de manière progressive. Et il le dit, il utilise à cette occasion une formule qui restera fameuse. Une hirondelle ne fait pas le printemps. La vertu, ça demande beaucoup de temps. Devenir un homme courageux, devenir un homme un être humain, qui exerce sa libre parole, qui montre de la prudence dans ses actes. Cela demande beaucoup de temps. Et d'une certaine manière, il dresse le portrait, effectivement, une espèce de portrait discret, une ombre comme ça de l'homme sage qui sert en quelque sorte de mesure à nos actions. Et il va, dans la suite de son traité, il va dessiner de manière de plus en plus précise les caractères de ce que peut être un modèle de vie heureuse. Seulement, il va en dessiner deux. Il va dessiner d'une part le modèle d'un homme prudent, celui qui agit bien dans ses relations avec autrui, qui est assez à l'aise dans la cité pour agir de manière avec une certaine réussite, et qui va montrer la voie aux autres et montrer comment on se conduit bien. L'autre modèle, c'est un modèle réservé manifestement aux happy few, un modèle qui concerne fort peu de gens, c'est le modèle du sage contemplatif. Et on aura l'occasion, évidemment, tout à l'heure de revenir sur cette duplicité des modèles. Quel est de tous les biens réalisables celui qui est le bien suprême? Sur son nom, la plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés. Tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. Par contre, en ce qui concerne la nature du bonheur, on ne s'entend plus, et les réponses de la foule ne ressemblent pas à celles des sages. Les uns, en effet, identifient le bonheur à quelque chose d'apparent et de visible, comme le plaisir, la richesse ou l'honneur. Pour les uns, c'est une chose, et pour les autres, une autre chose. Souvent même, le même homme change d'avis à son sujet. Malade, il place le bonheur dans la santé, et pauvre, dans la richesse. À d'autres moments, quand on a conscience de sa propre ignorance, on admire ceux qui tiennent des discours élevés et dépassant notre portée. Certains, enfin, pensent qu'en dehors de tous ces biens multiples, il y a un autre bien qui existe par soi et qui est, pour tous ces biens-là, cause de leur bonté. Passer en revue la totalité de ces opinions est sans doute assez vain. Il suffit de s'arrêter à celles qui sont le plus répandues ou qui paraissent avoir quelques fondements rationnels. Poète assis sur un nuage, et je vois la terre du haut des cieux. Je lis dans les cœurs, je lis sur les visages, je lis dans les yeux, je vois dans les têtes, à la belle fête. Oui, je vois que chacun rêve, rêve sans trêve, c'est son droit. Le clochard rêve d'un hôtel, l'abeille rêve de son miel. Le curé rêve d'être au ciel. Moi je rêve de vos yeux, mon amour. Le caissier rêve d'addition. Le rentier rêve de coupons. L'athlète rêve de champion. Et moi je rêve de vos yeux toujours. Et le bon Dieu
tout près de moi. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h21 et Charles Trenet qui chante le rêve de l'abeille, du caissier, du rentier, de l'amoureux, en parfait accord avec le sujet de notre émission aujourd'hui, le bonheur et le plaisir. À chacun ce bonheur, ou bien y aurait-il une idée du bonheur qui s'appliquerait à tous? C'est à l'occasion d'une semaine que les nouveaux chemins consacrent à l'éthique à Nicomène d'Aristote que nous en parlons en compagnie du philosophe Pierre-Marie Morel. Seul de tous les rêves qui jouent dans l'espace, mon rêve est joli, je vais redescendre et je vais surprendre sans pudeur le cœur fragile, les yeux dociles de mon cœur. Le meunier rêve, rêve de pain blanc, le maçon rêve, rêve de ciment, le cocher rêve de Longchamp. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour, la chatte rêve de souris, le chinois rêve de son riz, le pacha rêve, rêve d'être au lit. Et moi je rêve de vos yeux toujours, et le bon Dieu, tout près de moi, m'a dit c'est toi qui as raison, c'est toi, tant mieux pour eux, tant mieux pour toi, c'est merveilleux, moi je ne sais rêver que d'amour, le fermier rêve de ses bœufs, le marquis rêve des aïeux, l'alouette rêve, rêve de ciel bleu, et moi je rêve de vos yeux toujours, et toi tu le rêves, et lui il rêve, et moi je rêve de vos yeux, mon amour. Et moi je rêve de vos yeux, mon amour. Lorsque Aristote s'interroge sur le bonheur, Pierre-Marie Morel, il est intéressant de constater qu'il ne part pas d'une définition du bonheur dont il essaierait de mesurer la pertinence ou la possibilité de son application au sein de la vie de tout un chacun, mais au contraire, il procède à l'inverse. C'est-à-dire que dans le texte que j'ai lu juste avant, qui est tiré de la deuxième chapitre du livre premier de l'éthique à Nicomaque, intitulé « Le bonheur, diverses opinions sur sa nature et méthodes à employer », justement, il procède à partir d'un constat empirique. Il fait la recension de toutes les opinions possibles sur le bonheur et décide d'en garder certaines pour ensuite produire une définition. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de la théorie pour ensuite la mettre en œuvre, mais part d'un constat empirique pour arriver à une définition générale. C'est une méthode qui est assez singulière, qui semble s'opposer à celle de Platon, dont on sait qui est la pauvre estime qu'il accorde à l'opinion, et au contraire le fait que Platon commence avec, justement, on cherche l'idée du bien pour pouvoir ensuite philosopher. Aristote procède à l'inverse. Je pense en effet que cette question est très importante. Comment bien parler du bonheur? Eh bien, non pas en partant d'une définition abstraite, purement conceptuelle, mais en partant des opinions que le plus grand nombre, que certains, plus ou moins autorisés, peuvent avoir à propos du bonheur. Et ça se justifie parfaitement par l'objet dont on traite, parce que précisément, ce dont nous parlons depuis le début de cette émission, la recherche du bonheur, c'est quelque chose qui fondamentalement, radicalement nous concerne. Et qui ne s'est jamais interrogé sur son bonheur, les conditions de son bonheur propre, le bonheur des siens, de ses proches, etc. Et finalement, derrière ces questions particulières, qui ne s'est jamais interrogé sur la nature du bonheur? Donc il est parfaitement logique, étant donné la matière même de ce dont on parle, de partir de ces opinions admises. Et donc, on est là en rupture avec la condamnation, parfois nuancée, mais souvent aussi radicale, de l'opinion de la doxa par Platon. À vrai dire, cela ne se fait pas chez Aristote sans méthode. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de faire la collection des avis des uns ou des autres à propos du bonheur. Il s'agit également, et même surtout, de savoir bien recueillir les opinions, non pas toutes, alors certaines qui surnagent, comme il le dit parfois, certaines qui sont dans l'air, effectivement, mais d'autres qui sont des opinions véritablement structurantes, très caractéristiques de ce qu'on peut penser à propos du bonheur et qui nous permettent d'organiser notre réflexion. Donc, cette manière de recueillir certaines opinions, pas n'importe lesquelles, ce qu'Aristote appelle en grec des endoxa, des opinions admises ou des opinions probables, des idées admises, en recueillant de manière méthodique et classée ces différents avis à propos du bonheur, on met à plat, en quelque sorte, les difficultés que pose cette notion, et l'on commence à ébaucher une réflexion qui, elle, va être non pas simplement empirique, extrêmement rigoureuse à propos du bonheur. Mais c'est quand même une méthode qui propose une conception de la philosophie très intéressante et très, très forte, puisque en abolissant la distinction entre l'opinion et la philosophie, et en faisant de la méthode philosophique un processus qui incorpore en son sein
la prise en compte d'opinions de personnes qui ne sont pas philosophes, Aristote met en œuvre ici peut-être le rôle du philosophe au sein de la cité qui n'est pas du tout... Le philosophe ne serait pas coupé de la vie de la cité, ne serait pas cette espèce d'idéal de sage qui vit dans sa tour d'ivoire et qui passe son temps à réfléchir à partir de concepts, mais au contraire qui montre cette attention portée, mais dans ses détails, au discours ambiant, aux façons de vivre ambiantes, pour pouvoir, comme matière première, pour ensuite produire de la pensée. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Aristote, dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de la philosophie, peut apparaître d'abord comme le père de la logique et quelqu'un pour qui la démarche scientifique, et c'est la réalité, la démarche scientifique, elle est fondamentalement hypothético-déductive. Donc, il ne s'agit pas de partir des opinions, il s'agit de partir de ce qu'on appelle des prémices, les points de départ d'un raisonnement, qui sont des points de départ fermes, certains, dont on ne doute pas, qui ne sont pas sujets à la même suspicion qui ne sont pas sujets à suspicion, comme le sont les opinions. Mais ça, c'est lorsqu'on a à démontrer les choses. Dans d'autres domaines, comme celui dont nous nous occupons aujourd'hui, les affaires humaines et l'éthique en particulier, alors il est nécessaire, parce que les principes même de notre action sont discutés, parce qu'ils ne vont pas de soi, il est nécessaire de recueillir effectivement un certain nombre d'opinions. Et là, on voit se développer cette faculté, cette acuité remarquable d'Aristote à l'égard de la manière commune de penser. Et non pas simplement un intérêt pour la manière technique proprement philosophique de construire des concepts, une attention à la manière commune de penser pour s'interroger fondamentalement sur ce que nous croyons, quels sont les problèmes à partir desquels nous pouvons construire un raisonnement. Et dans le domaine de l'éthique, dans le domaine des affaires humaines, nous devons faire comme ça, parce que nous avons affaire à un domaine qui est relativement mouvant, qui a une certaine plasticité, un domaine dans lequel on ne peut pas raisonner avec une rigueur absolue, comme on le fait par exemple dans les démonstrations de mathématiques, pour reprendre un exemple d'Aristote. Il faut adapter la méthode à l'objet. Adapter la méthode à l'objet, et ici, en l'occurrence, comme on l'a dit, recueillir les opinions, mais attention encore une fois, pas n'importe lesquelles et pas n'importe comment, les opinions probables ou admises pour pouvoir s'engager dans une recherche théorique. Et alors ce qui est frappant, c'est que lorsque Aristote amorce cette recherche théorique et donc cette esquisse de définition de ce que serait le bonheur, la définition qu'il en propose justement est une définition qui s'ancre dans le domaine de l'agir, c'est-à-dire qu'il suit sa méthode jusqu'au point de proposer une définition du bonheur qui ne soit pas abstraite, théorique, mais qui soit de l'ordre de l'activité. Pour Aristote, l'homme heureux, l'homme qui connaît le bonheur, est l'homme qui agit. Et Aristote, en ce sens, est vraiment le penseur de l'activité. Ça me semble le point fondamental, l'activité. Effectivement, notre bonheur, nous le réalisons non pas de manière passive, non pas dans l'inertie, mais en réalisant certaines actions. Alors, on peut croire que agir pour notre bonheur, c'est trouver du plaisir, prendre du plaisir. Ça, c'est le premier genre de vie, le premier choix de vie, le plus commun, dont on a déjà parlé. On peut croire aussi que l'action susceptible de nous rendre heureuses consiste à entrer dans les conflits politiques, essayer d'acquérir du pouvoir, recueillir des honneurs. Ça, c'est le second genre de vie, le second régime d'activité en quelque sorte, qui est assez bien représenté, aussi bien à l'époque d'Aristote qu'à la nôtre. Et puis, il y a un troisième genre de vie, c'est réaliser des activités dans un domaine qui là n'est pas celui du commun, c'est-à-dire en se donnant des objets fondamentalement théoriques, en pratiquant la philosophie, la physique, les mathématiques, etc. Alors, dans ces trois genres de vie, on voit bien que le premier genre de vie ne peut pas être la règle. On comprend aisément la méfiance d'Aristote à l'égard du second, mais avant de passer directement et exclusivement au troisième, il faut se demander s'il n'y a pas malgré tout, dans la vie pratique, dans la vie collective, un autre régime d'activité susceptible de nous rendre heureux. Donc, le bonheur est à rechercher dans l'activité, on le trouve dans certaines actions, et parmi ces actions, on devra distinguer
entre celle que nous réalisons par la pratique de la vertu, se montrer courageux, se montrer généreux, montrer qu'on a de la hauteur de vue, la magnanimité. Et puis, il y a ces actions, ces activités, au sens plus strict, qui relèvent fondamentalement de la vie théorique ou intellectuelle, disons. Mais dans tous les cas, le point commun, c'est de parvenir à une vie active et non pas à une vie purement passive ou inerte. Toi aussi, il faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu? Regarde-les. Mais regarde-les donc. D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande, hein? Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués et ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment. Je sais pas, moi, mais... Je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis donc, son chien. Paraît qu'on condamne des gars aux travaux forcés. Travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Et tu me rappelles quelqu'un. Dis donc, t'as déjà regardé une fleur de carotte? Eh, tiens, regarde ça. Bah, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis... je vais prendre le temps. Que veut dire Aristote lorsqu'il identifie le bonheur à l'activité, Pierre-Marie Morel, lorsque le personnage d'Alexandre, dans Alexandre le Bienheureux, le film d'Yves Robert, qui date de 68, Alexandre interprété par Philippe Noiret, semble jouir absolument de prendre le temps de regarder une fleur pousser, de se rouler une cigarette, de prendre le temps de ne rien faire. Il est non seulement dans un état de plaisir, il fait des choses qui lui font plaisir, mais il a l'air heureux. Il semble connaître le bonheur. Alors est-ce que prendre le temps de ne rien faire est une forme d'activité pour Aristote ou est-ce qu'au contraire, que répondrait Aristote à cela, à quelqu'un qui lui dit « mais moi, je ne suis jamais aussi heureux que lorsque je ne fais rien ». Alors il serait sans doute embarrassé, parce que quand on entend Philippe Noiret, d'une certaine manière, ça fait envie. Ça fait envie. Ah oui. Savoir ne rien faire, c'est pas évident. Non. C'est pas évident, et il y a sans doute tout un art, toute une série de la construction d'un savoir-faire dans ce ne rien faire de Philippe Noiret. Mais ce qui est encore une façon de faire quelque chose d'ailleurs, dire que c'est un savoir-faire de ne rien faire, on en reste dans l'activité. Oui, c'est peut-être aussi une certaine manière de bien agir, une manière paradoxale de bien agir, de eupratein dans la langue d'Aristote. Mais de toute évidence, Aristote froncerait les sourcils devant ce portrait presque idyllique du contentement immédiat, parce que, sans rien enlever au bonheur du personnage qu'on vient d'entendre, il est possible tout de même que cette image du bonheur reflète de manière en fait assez caricaturale l'image qui serait négative d'une vie active. Car le personnage d'Alexandre, dans son discours, finalement, nous dépeint la vie active comme une vie qui, d'abord, fondamentalement, fatigue. Il parle de fatigue à plusieurs reprises dans ce passage. Il faut peut-être signaler juste que au moment où on entend l'extrait qu'on a entendu dans le film, l'épouse du personnage est décédée, c'était une épouse, sa femme le martyrisait en fait. Et donc pour lui, il vit ça comme un soulagement que de n'être plus sous l'emprise d'une autre personne qui le forçait à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. D'où la fatigue. Voilà, alors là, la fatigue est associée à une espèce d'hétéronomie, c'est-à-dire faire des choses qu'on ne veut pas faire, être conduit par quelqu'un d'autre et par une force extérieure. Et c'est peut-être ça la vraie fatigue fondamentalement, être aliéné en quelque sorte dans nos activités. Mais la fatigue, c'est un thème philosophique vraiment très intéressant. Il y a une forme de fatigue prise à l'activité, alors ce qu'on appelle communément la bonne fatigue peut-être, mais une forme de fatigue qui, chez Aristote, nous instruit sur notre situation humaine par opposition à la divinité. Et cette fatigue, elle nous signale que nos activités, de toute façon, elles n'atteindront jamais la perfection absolue de l'activité divine, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, que au mieux nous ne pouvons qu'imiter. Mais ce qui me semble important,
c'est que parler du bonheur chez Aristote comme un état d'activité, c'est tout le contraire d'une espèce d'hyperactivité, hein, de dispersion dans les affaires du temps, de passer son temps à zapper d'une activité à l'autre. Cette activité-là, l'activité qui nous rend vraiment heureuse, ce sont les actions réussies que nous menons à terme dans une temporalité qui n'est pas celle de l'empressement, mais de la vie commune, lorsqu'il s'agit précisément de l'activité collective. Et la temporalité de l'activité contemplative, de l'activité intellectuelle, c'est une temporalité qui est associée pour Aristote à celle du loisir, c'est-à-dire de la scolée. Le loisir, c'est une temporalité en quelque sorte suspendue par opposition à l'empressement de la cité. Et ce qui peut être surprenant justement, c'est qu'à partir de cette notion d'activité, Aristote va proposer dans le dernier livre de l'Éthique à Nicomaque un modèle absolu d'activité qui, selon lui, correspondrait au bonheur le plus parfait et qui est la contemplation. Alors c'est étonnant puisqu'on l'a dit, Aristote non seulement est le philosophe de l'activité qui pense le bonheur dans l'activité, mais qui accorde cette grande place au domaine des affaires humaines, au domaine éthique, à la façon dont l'homme vit avec d'autres personnes. Or, dans ce dernier livre, justement, une grande part est faite à la contemplation, activité solitaire s'il en est, et surtout contemplation qui permettra à l'homme de révéler la part divine qu'il y a en lui. Écoutez. L'activité de contemplation est la plus haute, puisque l'intellect est la meilleure partie de nous-mêmes et qu'aussi les objets sur lesquels porte l'intellect sont les plus hauts de tous les objets connaissables. Ensuite, elle est la plus continue, car nous sommes capables de nous livrer à la contemplation d'une manière plus continue qu'en accomplissant n'importe quelle action. Nous pensons encore que du plaisir doit être mélangé au bonheur. Or, l'activité, selon la sagesse, est, tout le monde le reconnaît, la plus plaisante des activités conformes à la vertu. De plus, ce qu'on appelle la pleine suffisance appartiendra au plus haut point à l'activité de contemplation. Car s'il est vrai qu'un homme sage, un homme juste, ou tout autre possédant une autre vertu ont besoin des choses nécessaires à la vie, cependant, une fois suffisamment pourvu des biens de ce genre, tandis que l'homme juste a encore besoin de ses semblables, l'homme sage, au contraire, garde la capacité de contempler, fût-il laissé à lui-même. Mais une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine, car ce n'est pas en tant qu'homme qu'on vivra de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent en nous. Si donc l'intellect est quelque chose de divin par comparaison avec l'homme, la vie selon l'intellect est également divine, comparée à la vie humaine. Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines et, mortelles, aux choses mortelles. Mais l'homme doit, dans la mesure du possible, s'immortaliser et tout faire pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui. Quel paradoxe, Pierre-Marie Morel, d'entendre Aristote, ici interprété par Jean-Louis Jacopin, dire que l'idéal de vie qu'il propose est en réalité un genre de vie qui est trop élevé pour la condition humaine, puisque ça s'adresse plutôt à des dieux qu'à des hommes. Or, il en fait l'idéal du bonheur humain. C'est un paradoxe en effet, et d'autant plus que pour caractériser cette vie contemplative, la théoria, c'est pourquoi on parle parfois de vie théorétique, eh bien il parle de suffisance ou d'autarcie. Là, le mot grec, c'est autarkeia. Et c'est un terme qu'il utilise aussi à propos de la vie pratique, c'est-à-dire du bonheur auquel nous pouvons accéder en vivant avec nos semblables. Et il dit, là aussi, on peut atteindre une certaine suffisance ou autosuffisance ou une espèce d'autarcie. Donc là, il y a vraiment une tension. Il y a plus qu'un paradoxe, il y a une tension à l'intérieur du texte lui-même, et je ne suis pas sûr que cette tension puisse être réduite. Il y a vraiment deux modèles. Le modèle de vie pratique,
qui peut nous satisfaire pleinement. Et on peut mener une vie parfaitement réussie, et réaliser des actions complètes dans cette sphère-là. Et puis, une vie contemplative qui, elle aussi, parvient à la suffisance. Et il dit cette chose très curieuse, c'est que cette activité est plus suffisante encore que la précédente, comme s'il y avait des degrés dans cette suffisance. Donc là, véritablement, il est très difficile de savoir si Aristote a surmonté cette difficulté. A-t-il même cherché à le faire? En tout cas, une solution classique et en quelque sorte facile serait de dire, bon voilà, il y a une hiérarchie. La vie contemplative, elle est supérieure à la vie pratique. Donc le bonheur contemplatif est supérieur au bonheur que l'on trouve dans la vie d'action. Et auquel cas on lirait l'éthique à Nicomaque comme le cheminement que l'homme devrait suivre, partir de l'opinion commune, vivre d'abord selon le plaisir, puis selon le plaisir de l'activité humaine, et enfin se hisser vers un idéal de contemplation qui implique un retrait de la vie humaine. Voilà, selon une espèce de trajectoire ascensionnelle, dont on n'est pas sûr que ce soit la trajectoire éditoriale de l'éthique à Nicomaque, puisqu'on n'est pas absolument sûr de l'ordre des livres. Mais en tout cas, on pourrait imaginer qu'il y a une espèce comme cela de montée spirituelle vers la vie qui mérite le plus d'être menée. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien, comme cela, puisque véritablement, il y a cette tension. Donc, peut-être qu'Aristote suggère autre chose, à savoir que ces deux genres de vie sont pleinement légitimes, l'un comme l'autre, en quelque sorte chacun dans son ordre. Chacun dans son ordre. De sorte que nous trouvons un bonheur complet dans les activités que nous réalisons dans la sphère pratique, par nos actes de courage, par nos actions politiques, etc. Et puis, nous trouvons un bonheur lui aussi, parfait, complet, dans les activités contemplatives. Mais ce qui est très surprenant quand même, c'est la présence du divin, justement, ou le fait que Aristote évoque quelque chose de divin en nous, puisque on l'a dit, alors on ne l'a pas vraiment dit dans cette émission aujourd'hui, on en a parlé hier, et puis surtout on en parlera demain, c'est le propre du monde. L'homme vit dans le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est celui des affaires humaines, où règne non pas la nécessité, mais la prudence, c'est-à-dire une forme de régularité qui permet à l'homme d'agir, mais qui fait que les choses ne se produisent pas toujours de la même façon, à la différence du monde supralunaire, où les astres la suivent, un mouvement circulaire de manière nécessaire. Le monde sublunaire n'est pas le monde du divin, n'est pas le monde des dieux, c'est le monde des hommes. Alors comment Aristote peut-il affirmer qu'il y a en l'homme une partie divine et que c'est en suivant cette partie-là que l'homme sera le plus heureux possible? L'homme est d'une manière générale, c'est un animal, mais un animal assez singulier, puisque c'est un animal qui, par nature, du fait de sa nature, dépasse sa propre nature. Alors il peut la dépasser en faisant l'acquisition de vertus qui lui permettront, par le biais de l'éducation morale et sous de bonnes lois, de réaliser des bonnes actions, mais il peut aussi dépasser sa nature initiale en cultivant l'activité et la faculté qui en lui est éminente, c'est-à-dire l'intellect. Et c'est l'éminence de cette faculté qui permet à l'homme de penser au-delà de sa propre condition. C'est cette éminence de cette faculté qui nous permet de parler d'une faculté divine. Et si l'on parle d'une faculté divine à propos de l'intellect, notamment lorsqu'il va se consacrer à ces activités qu'Aristote évoque en parlant de vie contemplative, alors l'homme devient en quelque sorte l'analogue du divin. Il imite, plus ou moins inconsciemment peut-être, mais il imite la perfection divine. Et donc, l'homme n'est peut-être pas un dieu, n'est sans doute pas un dieu, mais il a en lui quelque chose qui fait de lui l'image ou l'analogue du divin. Un analogue nécessairement imparfait, puisque nous éprouvons de la fatigue jusque dans nos activités de contemplation. Un analogue certes imparfait, mais le seul analogue de la nature, et le fait d'avoir cette ressemblance au divin par le biais de l'intellect oblige l'homme en quelque sorte. Et c'est pourquoi Aristote dit « Il ne faut pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines, et l'homme doit s'immortaliser autant que possible. » Ça ne veut pas forcément dire accéder à une vie éternelle au sens d'une durée perpétuelle, mais ça veut dire s'adonner à des activités intellectuelles qui sont telles que tout le temps qu'elles durent, nous sommes en quelque sorte semblables au divin.
Ce qui d'ailleurs, le parallèle est assez remarquable entre ce chapitre 10, ce livre 10 de l'éthique à Nicomaque et le livre 5 de l'éthique de Spinoza, qui lui propose justement le modèle de la béatitude qui serait de vivre selon le troisième genre de connaissance, et qui montre ce parallèle entre l'homme et le Dieu. Et lui-même, Spinoza emploie cette comparaison en disant que l'homme doit se faire comme un dieu. Et l'analogie ici fonctionne dans le même sens. Alors après, il y a beaucoup de différences entre les deux, mais c'est pour dire que ce modèle-là, qui est un modèle de vie, véritablement essayer de s'éternaliser en tant qu'homme, fonctionne peut-être, est un modèle qui est peut-être nécessaire à toute forme d'éthique. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de mettre en œuvre des règles pour vivre en société, pour vivre avec les autres, mais également de proposer des modèles de vertu ou de bonne vie à l'échelle individuelle, eh bien peut-être qu'il est nécessaire de s'en référer à une forme de Dieu ou de divin, comme pour hisser l'homme vers le plus haut possible, pour essayer de faire en sorte que l'homme se devienne de plus en plus parfait. Tout à fait. Je pense que l'éthique d'Aristote nous donne l'exemple d'une philosophie de l'immanence qui s'accomplit dans le dépassement. Non pas dans une ascension vers des réalités spirituelles que nous pourrions rencontrer finalement dans une situation quasi mystique, mais le dépassement de soi, le dépassement de notre humanité, mais toujours dans une certaine immanence, c'est-à-dire avec les moyens qui nous sont donnés et qui font de nous à la fois les analogues de la divinité et des hommes véritablement hommes. C'est au fond peut-être le premier penseur de ce qu'on appelle le perfectionnisme moral. D'une certaine manière, oui. Listen to the wisdom of the ages. Listen to the words of many sages. Live each day as if it were your last. It's written in the stars, your destiny is cast. And that hourglass runs too fast, no doubt, for the sands of time are running out. Listen to the wisdom of the ages. Merci beaucoup Pierre-Marie Morel d'être venu nous parler d'Aristote aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à plusieurs de vos ouvrages. Aristote, une philosophie de l'activité, qui est malheureusement épuisée, mais qui sait, espérons en tout cas, sera réédité bientôt. On trouve ça chez Garnier Flammarion. Un autre ouvrage, De la matière à l'action, Aristote et les problèmes du vivant, lui publié chez Vrin et lui toujours disponible. Et enfin, j'annonce que paraîtra en 2013 un nouveau livre que vous avez écrit qui s'intitule, enfin plutôt un nouveau livre, une traduction d'un ouvrage d'Aristote qui s'appelle Le mouvement des animaux, donc une traduction du traité du mouvement des animaux qu'on trouvera en Garnier Flammarion. Et en plus, c'est avec Elvis que l'on termine cette émission. Il y a vraiment des émissions plus parfaites que d'autres. Merci beaucoup Pierre-Marie Morel. Il est 10h49 et bientôt 30 secondes. Il est l'heure de donner la parole à François Nudelman pour le journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. Le philosophe romain Sénèque était aussi un homme politique et un dramaturge. Quelle est la relation entre sa philosophie du stoïcisme et son œuvre dramaturgique ? La publication par Florence Dupont de son théâtre complet chez Actes Sud permet d'y répondre. Florence Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université de Paris 7. Vous publiez donc ce théâtre complet d'un Sénèque longtemps méconnu comme auteur de théâtre. Vous expliquez que depuis le début du XXe siècle, il n'y a pas eu vraiment de traduction pour la scène. Pourquoi ? Parce que le théâtre de Sénèque n'a pas été regardé, étudié ni lu par rapport à son fonctionnement théâtral. On y a toujours vu un texte qui n'aurait pas été destiné à la scène et qui donc devait être lu comme un texte, c'est-à-dire comme un tout dont il fallait comprendre le sens, la structure et le but philosophique. Oh, oui. Oui. Vous dites qu'il a pâti aussi de proposer un théâtre latin.
fondé sur un jeu scénique. Je rappelle évidemment que vous nous avez appris à voir, à entendre de manière complètement nouvelle le théâtre latin. Donc il a pâti de présenter ce théâtre fondé sur le jeu scénique, alors que le théâtre de la représentation s'est imposé à l'âge classique avec sa psychologie. Donc on n'est pas dans ce registre-là, et c'est pour cela, selon vous, qu'on l'a moins lu. Oui, c'est exactement cela. C'est-à-dire que, en fait, tant qu'on n'avait pas reconstitué ce qu'était une performance tragique à Rome, et pour ça, c'est un travail que j'ai fait avant d'avoir traduit. Il fallait comprendre comment ça se passait et voir le cadre. Le cadre est un cadre rituel qui s'appelle les jeux scéniques, et donc le texte de théâtre est en fait destiné à la célébration de ces jeux scéniques. Voilà, en fait, en quelques mots, c'est ça. Par conséquent, c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce qu'est la tragédie de Sénèque. Et Sénèque lui-même, d'ailleurs, s'en explique, mais disons qu'on n'a pas voulu l'écouter, ou du moins en tenir compte, puisque dans les lettres à Lucilius, il explique que lorsqu'on va au théâtre, eh bien, on va uniquement pour jouir des mots, de la musicalité, du jeu des acteurs, et que lorsqu'on sort du théâtre, il n'en reste rien. Donc à votre question, en quoi le théâtre de Sénèque est philosophique, une première réponse, c'est en tout cas, il n'a pas de vertu pédagogique. Oui. Il ne faut pas le lire donc de manière philosophique ou littéraire, mais il faut d'abord l'entendre, l'écouter, le voir, en pensant à ce que c'est qu'une scène, un théâtre scénique. Oui, et je dirais même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque Sénèque a des formules philosophiques, ça n'est pas du tout pour faire la philosophie, mais pour faire du théâtre. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, d'ailleurs, il en parle aussi dans le De Ira, il dit qu'il y a de ces formules, en latin des sententiae, qui vous bouleversent, qui sont extraordinaires à la fois par la vérité et leur écriture poétique, mais ça n'a aucun effet sur la personne. Oui. Je sais parce qu'effectivement, les philosophes en prennent pour leur compte avec vous depuis longtemps. Déjà, je me rappelle Aristote ou le vampire du théâtre occidental, vous expliquiez justement cette lecture biaisée du théâtre grec à partir d'Aristote, qui lui-même n'avait pas forcément compris ce que c'était que le théâtre. Et là, donc, vous nous dites que la relation entre philosophie et théâtre chez Sénèque, elle ne doit pas être pensée comme, bien sûr, surtout pas une illustration, mais qu'on doit essayer enfin d'accéder à ce théâtre si singulier. Oui, en même temps, vous avez raison de dire qu'il est singulier, puisque d'abord, c'est le seul qui nous soit resté. Oui. Mais disons que dans la tragédie romaine, il était traditionnel que ce qu'on pourrait appeler une vulgate philosophique, parce qu'en fait, quand on regarde, les formules sont assez plates, a toujours été utilisé pour fabriquer des répliques sublimes ou atroces, parce que c'est ça, le but, c'est de créer des sentiments. Alors, depuis, je pourrais ajouter une chose, c'est que depuis, j'ai travaillé sur la musique dans le théâtre de Sénèque, et je me suis aperçu que, en fait, on avait oublié la musique. Non seulement on l'avait oublié pour la tragédie grecque, mais on l'a même oublié pour le théâtre de Sénèque, dans le sens où, quand je dis musique, c'est pas nécessairement du chant et accompagné à la flûte, mais c'est une façon d'oraliser le texte qui fait qu'en fait, la voix, le tragédien maîtrise sa voix comme un chanteur. Oui, par une sorte de parler-chanter. Il y a à la fois du chant et du parler-chanter. Oui, on pourrait appeler ça du parler-chanter, c'est-à-dire qu'en fait, tout le sentiment qui est présent dans le texte va aussi passer de façon immédiate par la façon de vocaliser, le rythme, le tempo, etc. Et c'est absolument essentiel. Et donc ça, c'est un travail plus récent que j'ai fait. Et je me suis aperçu que les grands moments de la tragédie sont repérables par le type de voix, enfin, le latin dit vox, disons le type d'oralisation qui est utilisé. Donc on entend. On entend la fureur, on entend la douleur. Oui. Et cette oralisation, en fait, constitue tout un ensemble de codes où les émotions sont codifiées. Il ne s'agit pas de s'y laisser prendre par une empathie. Mais... C'est-à-dire que ce n'est pas une empathie au sens moderne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'identification avec le personnage, mais on est emporté par le sentiment, et ça, c'est Cicéron qui en témoigne dans un traité de rhétorique et aussi dans un traité philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre le sentiment et le type de réalisation. Vous dites aussi que Sénèque a pâti à l'âge classique d'avoir incarné la liberté républicaine et la résistance, pour le coup stoïcienne, à la tyrannie. Oui, parce que Sénèque, c'est le texte de l'Antiquité, mais c'est aussi toute une histoire du texte, et en particulier sa résurrection au Quattrocento en Italie, puis ensuite dans les pays en Europe. Et effectivement, là, il a été
utilisé, réécrit, mis en scène comme un théâtre de la liberté. À cause de la figure du stoïcien qui avait été véhiculée par Tacite comme étant la figure philosophique de la résistance à la tyrannie. Ces personnages, dites-vous, dans le théâtre de Sénèque, sortent des limites de l'humanité, se transforment en héros monstrueux. Oui. Médée, Atrée. Et c'est là tout le but du théâtre, c'est de faire voir et de faire entendre ce qu'on ne peut pas entendre en dehors du théâtre. C'est-à-dire, de même qu'il y a une hypertrophie des sentiments, il y a un excès dans tous les domaines, et il semble que le public y ait pris un grand, grand plaisir. Donc on passe du malheur surhumain, dites-vous, à la colère vengeresse, donc de doleur à fureur, et c'est là que le héros prend toute sa noblesse et devient un héros tragique. Absolument, absolument. C'est aussi bien Médée qui tue ses enfants que Atrée qui donne ses propres enfants à manger à Thyeste. Et c'est donc une dimension surhumaine, c'est-à-dire que justement ça ne renvoie pas, ça ne peut pas se rabattre sur des expériences humaines. Et c'est précisément ce que les hommes ne font jamais, que les héros font. Alors Florence Dupont, je reviens à ma première question, même si j'ai compris de toute façon qu'elle était fausse, elle était biaisée, parce que le rapport entre philosophie et théâtre chez Sénèque est complexe, n'est pas celui qu'on pourrait penser. Quel est le lien malgré tout entre le stoïcisme et ces pièces, entre l'auteur des Lettres à Lucilius et cette monstruosité des personnages tragiques ? Oui, il y a un lien. C'est-à-dire que le stoïcisme se formule en particulier par ce qu'on appelle des sententiae, des maximes. Et Sénèque lui-même était allé chercher dans des auteurs de théâtre passés, des sententiae, de ces maximes qu'il a relevées. Et donc, en fait, c'est ça l'intersection. C'est-à-dire que ces maximes, si on les sort du théâtre, vont avoir une portée philosophique et on peut effectivement tirer des maximes, mais inversement, lorsqu'elles sont à l'intérieur du théâtre, elles n'ont qu'une force émotive et esthétique. Voilà. Mais, donc c'est un problème de contexte, disons. Merci beaucoup Florence Dupont de nous donner cette traduction du théâtre complet de Sénèque et de nous amener à relire, mais aussi à revoir et réentendre le théâtre latin. Je rappelle donc cette publication aux éditions Actes Sud, le théâtre complet de Sénèque. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le télécharger sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup François. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain. Demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Je recevrai Annick Jolin pour parler de la vertu pratique. Cette vertu pratique est la prudence. Alors en quoi la prudence est-elle un idéal d'action humaine et en quoi est-ce une vertu ? Eh bien, ce seront parmi les questions qu'on se posera demain avec Annick Jolin. Donc rendez-vous à 10h. Et d'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications musicales et bibliographiques concernant l'émission du jour. Et puis vous pourrez la réécouter en ligne et la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez.